Bien, on va commencer. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à cette leçon inaugurale qui s'intitule « Une histoire naturelle du suicide ». Alors avant de commencer, vous aurez noté que je n'ai pas de diaporama à présenter. Je suis pourtant de la génération PowerPoint. Hein. J'ai des centaines de diapositives dans mon ordinateur. J'ai fait ma première présentation avec un diaporama. Mais aujourd'hui, j'ai voulu me faire plaisir, avoir un lien plus direct avec vous, sans un écran dans le dos, même s'il y en a un, mais sans un écran dans le dos qui est parfois plus source de distraction que de support au discours. Même si ce lien est par ailleurs très asymétrique, puisque je parle et vous écoutez. J'ai aussi choisi de lire un texte pour ne pas risquer de trop déborder le temps imparti, c'est-à-dire 1 heure maximum, ayant une tendance naturelle aux digressions, qui de toute façon ne manqueront pas, soyez-en sûrs. Alors j'informe par ailleurs, avant de commencer, ceux qui sont intéressés par un approfondissement du sujet du suicide, que nous monterons un diplôme universitaire de suicidologie en 2019 à l'université Paris-Descartes. Donc c'est quasiment officiel. L'information sera transmise au printemps et les inscriptions à la rentrée. Alors cette conférence est une leçon inaugurale. Quesaco, diraient mes ancêtres occitans, et il me semble utile, sinon nécessaire, de se poser la question en préambule. Alors, j'ai trouvé la réponse, en fait, dans une thèse de médecine qui se trouve à la bibliothèque Henri Hey à Sainte-Anne, qui a été écrite par le docteur Gilles Gaillat, soutenue en 1983, et qui s'intitule « La leçon inaugurale en psychiatrie de Benjamin Boll à Jean Dolé ». Alors, on y apprend beaucoup de choses, même si je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle plus personne n'avait donné de leçon inaugurale en psychiatrie après Jean Dolé, qui a donné la sienne en 1947, donc il y a 70 ans, et qui a quitté ses fonctions en 1970. Alors, je suspecte évidemment que mai 68 soit un peu responsable de la disparition de ce qui pouvait se concevoir autrefois comme l'expression narcissique et quelque peu conservatrice de la fonction de mandarin. Alors aujourd'hui, les mandarins sont en voie de disparition. Reste donc la fonction narcissique de la leçon. D'ailleurs, cette leçon est une initiative tout à fait personnelle, personne ne m'a rien demandé. C'est dire. Alors j'en profite à ce sujet pour remercier le service communication de Sainte-Anne et sa directrice Florence Patnotte de leur soutien et de la communication autour de cette leçon. Alors comme je le disais, ce travail de thèse de médecine sur les leçons inaugurales en psychiatrie est très intéressant, et notamment pour comprendre comment nos prédécesseurs, à ce qui s'appelait depuis sa création par décret en 1877 la chaire de clinique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale de l'Université de Paris, à l'époque il n'y en avait qu'une. C'est une chaire qui a été établie 2 ans plus tard à l'asile Sainte-Anne, ce qui s'appelle toujours la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, la CMME. Comment donc nos prédécesseurs avaient conçu cette leçon inaugurale? Alors brièvement, dans une première partie, on remerciait la faculté, on remerciait ses amis, ses collègues, ses élèves. Alors aux élèves, on expliquait que pour en arriver là, il faudrait travailler dur. Même si, bien sûr, cela ne suffirait pas. Alors, comme l'explique l'auteur de la thèse, les laborieux n'ont jamais été bien vus à la faculté, et sans le dire, on comprend qu'il faut plus que du travail pour accéder à cette chaire. Il faut une sorte de génie. Puis on félicitait ses prédécesseurs en les taclant au passage de ne pas avoir fait ce que nous ferons en mieux à ce poste, évidemment, et parfois aussi pour avoir pris le poste avant nous. Ensuite, on rendait hommage aux précurseurs et aux maîtres. On parlait de sa carrière, enfin venait la leçon proprement dite, qui est la partie la plus longue, qui se terminait par un mot de conclusion. Le 16 novembre 1879, Benjamin Boll, né à Naples, élève de l'ASSEG, imprégné de philosophie positiviste et d'anatomopathologie, premier titulaire donc de la chaire susnommée qu'il a obtenue face à Magnan, donne donc la première leçon inaugurale de la chaire, leçon intitulée « De la médecine mentale à travers les siècles ». Alors il s'agit d'un survol de l'histoire de la discipline depuis Hippocrate, et on note dans cette leçon l'importance de la science, la critique de la psychiatrie asilaire, la critique de la classification non fondée sur l'étiologie,
la promotion de la recherche des causes physiques à l'aliénation mentale et le culte de l'observation clinique. Alors je passerai pour des questions de temps les 6 successeurs pour aller directement au dernier, qui est le plus connu de tous, Jean Delay. En 1947, Jean Delay, né à Bayonne, où son père est chirurgien et le maire de la ville par ailleurs, qui est un élève brillant, bachelier à 15 ans, élève de Fernand Vidal et Guillain à Paris, licencié en lettres par ailleurs en 1942, romancier sous le pseudonyme de Jean Forel, qui sera donc titulaire de la chaire de 1946 à 1970, probablement celui qui est resté le plus longtemps en poste, qui a été membre de l'Académie française, expose dans une leçon inaugurale sans titre un état des connaissances en thérapeutique entre la biologie et la psychothérapie, et ceci avant la découverte des propriétés thérapeutiques en psychiatrie de la chlorpromazine vers 1952. Chlorpromazine qui est toujours très largement utilisée à Sainte-Anne. Alors il donne le conseil de tout expérimenter, tout examiner et tout voir. Il suggère que l'explication psychanalytique est un bon modèle, mais qui doit être toutefois manié avec prudence. Il évoque le modèle psychogénétique de Pavlov, le déconditionnement, il parle du modèle des facteurs sociaux des névroses, il met en garde contre les débordements de la psychiatrie, hors du champ de la pathologie. Il souligne l'intérêt de la psychosomatique dans le sens des relations de l'esprit au corps, il considère la psychiatrie au carrefour de la médecine et de la philosophie comme une connaissance et un abord global de l'homme. Alors c'est intéressant de voir à quel point de nombreux sujets discutés dans ces 8 leçons inaugurales restent d'actualité. Le lien entre biologique et psychologique, la recherche des causes physiques aux maladies mentales, le rôle du psychiatre dans la société, et tous les auteurs ne sont pas d'accord vraiment jusqu'où il faut aller, l'organisation des soins et son articulation avec l'enseignement et la recherche. Comment fait-on l'enseignement de la psychiatrie au lit du patient ? Alors il est à souligner que tous ces hommes tous sont des hommes de plus de 40 ans, ce qui est aussi mon cas, et qui est un sujet d'actualité autant dans la société en général que pour la nomination des professeurs en médecine en particulier. Alors ces hommes ont contribué à la réflexion de leur époque sur les maladies mentales et les soins aux malades, et c'est sans doute, je pense qu'il faut retenir d'une leçon inaugurale, c'est-à-dire un moment de synthèse et de réflexion. Alors comme mes prédécesseurs, cette leçon inaugurale sera l'occasion de procéder à une synthèse des connaissances actuelles, en l'occurrence sur le suicide, et de dégager des directions de soins et de prévention, d'enseignement et de formation, de recherche et de conceptualisation dans ce domaine. Et à titre personnel, c'est aussi l'occasion de faire un bilan professionnel à mi-parcours. Alors, mi-parcours selon mes estimations, je ne suis pas sûr à 100%. Alors avant d'aborder le thème central de cette leçon, quelques mots de remerciement selon l'usage. Alors tout d'abord, il faut remercier ses maîtres. Et moi, mes maîtres, je les ai trouvés dans les livres. Ils se nomment Darwin, Damasio, Pinker, Kahneman, Camus, Schneidman, Ledoux et d'autres. Alors des rencontres ont compté, bien sûr. Mokranabar à Nîmes, pour son amitié énergique. Yves Caer, ici présent. Didier Castelnau et Philippe Courtet à Montpellier pour l'intérêt porté au suicide et leur soutien dans les premières étapes de ma carrière universitaire. Gustavo Turecki à Montréal pour son sens de l'organisation. Charles MacDonald, qui est ici aussi, sur une île des Philippines pour son humanité anarchiste et bougonne. Je voudrais remercier aussi les professeurs Philippe Goroude et Frédéric Rouillon de leur soutien à ma nomination à ce poste, le professeur Raphaël Gaillard, ainsi que la faculté de médecine Paris-Descartes et le centre hospitalier Sainte-Anne. Je ne saurais évidemment oublier la contribution majeure des artistes à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Je les remercie ici. Je ne vais pas tous les citer. Et aussi la contribution des patients et des équipes soignantes croisées à différents endroits de France et du monde à ce que nous sommes en tant que médecins. Et enfin, je remercie ma conjointe Anouka pour son soutien indéfectible toutes ces années, mes enfants. Alors, on va commencer la leçon maintenant sur le suicide. Il est habituel de commencer une présentation sur le suicide en donnant des chiffres issus de l'épidémiologie descriptive. Alors vous les connaissez, mais je pense qu'il est bon de les répéter tant ils affolent les compteurs. L'Organisation mondiale de la santé évalue à 800 000
800 000, le nombre de décès annuels par suicide dans le monde, c'est-à-dire qu'il meurt chaque année dans le monde plus de gens de suicide que d'homicides, de guerre ou d'actes terroristes réunis. Cela représente un mort toutes les 40 secondes. En France, les dernières estimations font état de 10 500 suicides par an, soit un taux de 13 à 15 pour 100 000 habitants environ. Ce chiffre est au-dessus de la moyenne européenne. Alors certes, les différences dans les prévalences nationales sont dues à beaucoup de facteurs. Elles peuvent être dues par exemple à la définition qu'on donne dans un pays du suicide. Ça paraît surprenant, mais on a plusieurs définitions du suicide. Ça peut être dû évidemment à la qualité et aux modalités de recueil des données de mortalité. Par exemple, en Grande-Bretagne, on demande une preuve de l'intention suicidaire. Alors du coup, c'est beaucoup plus difficile évidemment de juger de la mortalité par suicide. Et ça conduit probablement à une sous-estimation importante, au grand désarroi des spécialistes du suicide anglais. Il y en a des très bons, parce qu'évidemment, le suicide n'est pas une priorité en Angleterre. Alors, ces facteurs n'expliquent pas tout, et il est évident qu'on doit pouvoir faire mieux en France. L'exemple a été donné par les pays nordiques, la Scandinavie et la Finlande, dont les taux de suicide étaient très largement au-dessus de 25 pour 100 000 dans les années 1980, et qui sont aujourd'hui comparables, voire inférieurs, pour certains pays, à la France. Alors pour cela, il faut agir sur plusieurs fronts à la fois. Évidemment, nous y reviendrons au cours de cette conférence. Alors, selon l'OMS, selon les derniers chiffres de l'OMS, les prévalences nationales les plus élevées en 2015 culminent à des taux de plus de 25 pour 100 000 en Angola, en Guinée équatoriale et en Côte d'Ivoire pour l'Afrique. Je commence par cela parce qu'on a souvent l'idée que finalement le suicide c'est une histoire européenne ou de pays riches. Les taux les plus élevés se trouvent en Afrique. Pour l'Europe, c'est la Lituanie qui est au-dessus de 25. En Amérique du Sud, c'est le Guyana et le Suriname, ce sont les pays voisins. Et en Asie, la Corée du Sud, un pays riche, le Kazakhstan, la Mongolie et le Sri Lanka, qui détient le record national mondial à 34 pour 100 000. Alors, il n'est pas aisé, évidemment, de trouver le point commun entre tous ces pays. Et par ailleurs, ces taux ne rendent pas bien compte de fluctuations à l'intérieur des États. Par exemple, au Canada, où le taux de suicide au niveau national est de 10 à 11 pour 100 000, il atteint aisément les 100 pour 100 000 dans les communautés inuites du territoire du Nunavut, qui se trouve tout au nord, et dans la région du Nunavik, qui est le nord du Québec. Un phénomène similaire est observé chez les Inuits du Groenland. Il est très probable que ce soit aussi le cas en France, parmi les Amérindiens de Guyane, dont on a très largement détruit la culture au nom d'une application bête et brutale du principe d'égalité, et qui sont par-dessus le marché empoisonnés au mercure par les rejets des mines d'or au nom de l'enrichissement. Alors les statistiques ne sont pas très fiables, il n'y a pas non plus, semble-t-il, une grande volonté à ce qu'elles soient fiables. Mais en tout cas, ce qu'on en sait, c'est que ça pointe vers un excès de mortalité par suicide dans ces communautés qui vivent en France, dans notre pays. Alors j'ai eu la chance de travailler avec Charles McDonald, je parlais de Charles tout à l'heure, qui est un anthropologue spécialiste de l'Asie du Sud-Est, et notamment d'un peuple tout à fait exceptionnel qui s'appelle les Palawan, qui se trouve sur l'île de Palawan aux Philippines. Vous avez sûrement entendu parler de Palawan pour ses plages du nord de l'île. Alors le peuple Palawan se trouve au sud de l'île, région qui est beaucoup moins touristique. Ce peuple est tout à fait remarquable parce qu'il est égalitaire, pas vraiment de chef, et il est non violent. Il existe dans cette population un fort lien social. Les maltraitances aux enfants n'existent pas, et les fréquences d'abus d'alcool et de drogue sont très très faibles. Cette population n'a pas non plus subi de violences culturelles, comme ça a été le cas pour les Inuits. Et de fait, les taux de suicide sont très très faibles dans cette population. Toutefois, Charles a observé il y a plusieurs années un taux très élevé, probablement au-delà de 120 pour 100 000 habitants, donc 10 fois plus que ce qu'on trouve ici, et surtout un taux qui est persistant, probablement depuis des années, depuis plusieurs décennies, dans une toute petite vallée, Palawan, qui se trouve isolée autour de la rivière Kulbi. Alors il est possible que des conditions initiales particulières, combinées à l'isolement, et c'est
quelque chose qui est connu, ça favorise une concentration génétique particulière, mais aussi le développement d'une microculture locale à l'intérieur de la culture palawane. Et que donc ces conditions y favorisaient la concentration d'un nombre anormalement important de personnes à risque suicidaire élevé. Alors les processus ici semblent donc très différents de ceux à l'œuvre dans les groupes victimes de violences culturelles, comme chez les Inuits. Et si vous êtes intéressé par cette étude, nous projetterons le 16 février prochain, ici même, dans cet amphithéâtre, le soir, un film intitulé Kulbi, la vallée des âmes dérobées, qui a été réalisé par Karline Soviet, qui se trouve ici, à côté de Charles. Et ceux qui ne pourraient pas venir, il y a un DVD qui est en vente aux éditions L'Harmattan. C'est une histoire tout à fait intéressante sur le plan scientifique, évidemment une expérience humaine absolument exceptionnelle. Alors on en parlera plus largement ce soir. Alors il existe aussi évidemment des fluctuations régionales qui sont non ethniques. En France, le Nord et la Bretagne ont les taux les plus élevés de suicide, entre 20 et 25 pour 100 000. L'Île-de-France, à l'opposé, a les taux les plus bas, autour de 8 pour 100 000. Et il est très probable qu'il y ait dans cette région une sous-estimation majeure des cas de suicide, qui est en partie expliquée par une faible participation des instituts de médecine légale. Alors c'est évidemment très ennuyeux si l'on veut organiser les ressources et les moyens en fonction des besoins, mais aussi juger des effets d'une action de prévention. Par exemple, il serait très intéressant de déployer un programme de prévention comme celui qui a été mis en place à partir de 2015 dans la région Nord-Pas-de-Calais par l'équipe du professeur Guillaume Veva du CHU de Lille, qui s'appelle le programme Vigilance, et qui consiste à rappeler les patients à leur sortie d'hospitalisation après une tentative de suicide. Alors le principe est terriblement simple de ce programme. On donne aux patients le message, vous comptez pour nous, et il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Les premières évaluations, et il est important de noter que quand on parle de suicide, il y a très peu d'évaluation en fait des mesures de prévention du suicide. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais on ne sait pas si ça marche. Alors là, ça a été évalué, mais les premières évaluations sont sorties cette année, montrent une baisse importante des récidives suicidaires. Et par ailleurs, il est mis en évidence une importante économie de santé de l'ordre de 4 millions d'euros. C'est-à-dire que l'ARS, dans le Nord-Pas-de-Calais, a investi 350 000 euros et ça fait gagner, via la baisse des récidives suicidaires, 4 millions d'euros. Donc c'est un programme qui non seulement est efficace, mais qui en plus fait gagner de l'argent à notre système de santé. L'évaluation des bénéfices au long cours sur la mortalité, là c'était les récidives tentatives de suicide, mais l'évaluation sur la mortalité évidemment reste à faire et nécessite bien évidemment un recueil précis des données de mortalité par suicide. Alors un travail est déjà entrepris par différentes institutions pour lutter contre la sous-estimation mentionnée. Espérons que ce travail portera ses fruits, notamment en Île-de-France. Le suicide, acte infligé par le sujet lui-même ayant conduit à sa propre mort, n'est en fait qu'un acte, le plus tragique évidemment, parmi un spectre d'actes auto-infligés qui englobe les tentatives de suicide, qui sont des actes bien plus fréquents que le suicide abouti. Les conduites suicidaires, comme vous le savez, affectent les hommes comme les femmes, mais de manière différente, puisque les hommes meurent plus de suicides, presque partout dans le monde, tandis que les femmes réalisent plus de tentatives de suicide dans un rapport de 2 à 4 pour 1 environ. Alors au final, dans la mesure où on compte 10 à 20 fois plus de tentatives de suicide que de suicides aboutis, ça veut dire que les femmes passent plus souvent à l'acte. Je voudrais noter ici qu'un travail de mise en lien des grandes bases de données administratives, comme le PMSI, le CEPIDC ou les bases de remboursement des médicaments est en cours en France, ce qui va permettre d'étudier d'importantes cohortes de patients à l'échelle nationale. Alors on est très en retard évidemment en France, en comparaison des pays scandinaves qui ont publié d'importantes études, notamment dans le domaine du suicide, mais pas seulement, ou les États-Unis. Alors nous avons commencé avec Albert Veuania, qui est dans la salle de l'adresse au ministère de la Santé, et Catherine Quentin du CHU de Dijon, à analyser certaines de ces données, et notamment les données qui concernent le devenir à 1 an des patients qui ont été hospitalisés pour tentative de suicide. Alors les premières analyses montrent que 2,6% des 136 000 personnes admises pour tentative de suicide en 2008-2009 sont décédées 1 an après,
le risque étant 3 fois plus élevé quand le geste initial, la tentative de suicide initiale, était une tentative de suicide avec un moyen violent. C'est-à-dire une tentative de pendaison, une arme à feu, une arme blanche, un saut d'une hauteur. D'accord ? Donc le premier geste n'a pas conduit à la mort, mais les personnes qui ont fait une tentative de suicide violente sont particulièrement à risque, 3 fois plus à risque que celles qui ont fait un geste par overdose médicamenteuse. Et je reviendrai très largement sur le choix d'un moyen violent au cours de cette conférence, dans différents domaines, dans différentes approches. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Donc c'est une population, hein, ceux qui ont fait une tentative de suicide par par une modalité violente, qui devrait bénéficier d'une attention très particulière. Alors il est intéressant de savoir que quand les sujets sont décédés, 1 an après, il s'agit de suicide en fait que dans 1/3 des cas, car on retrouve aussi le décès secondaire à une maladie dans un autre tiers de cas, des accidents dans 12% des cas et causes inconnues ou non identifiées pour le reste. Alors ceci confirme en fait un fait qui est bien connu maintenant, à savoir que les personnes vulnérables vis-à-vis du suicide sont particulièrement vulnérables en général, et notamment à toute une série de maladies physiques. Donc on revient presque à ce que disait Jean Dolé, c'était une vision globale de l'homme. Alors lui, il englobait la philosophie, mais en fait on doit avoir une vision globale du corps. Et je vais y revenir largement aussi. Il y a un lien évident entre maladie mentale et maladie somatique. Maintenant, je crois que tous les psychiatres sont d'accord avec ça. Et ceci est particulièrement évident dans l'étude des comportements suicidaires. Donc gardons en tête que ces patients sont particulièrement à risque, mais pas seulement de mourir de suicide. En France, en 2012, les modes opératoires les plus fréquents sont la pendaison, dans 54% des cas, les armes à feu, dans 15% des cas, les médicaments, 11% des cas, et le saut d'une hauteur, 7% des cas, plus d'autres causes plus rares. Ça veut dire que dans 85% des suicides, on retrouve un mode opératoire, des décès par suicide, on retrouve un mode opératoire dit violent. J'y reviens encore. A l'inverse, moins de 10% des tentatives de suicide en France ont lieu avec ces moyens violents. C'est-à-dire que la mortalité liée aux actes suicidaires en général est très largement liée au choix d'un moyen violent. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est un facteur absolument déterminant. Et les différences de mortalité selon le sexe semblent également en grande partie liées au choix de moyens plus létaux chez les hommes. Donc comprendre le choix d'un moyen suicidaire violent, et je vais y revenir quand on va parler de cognition un peu plus tard, à mon avis, ça me semble tout à fait indispensable, non seulement en termes de connaissance, mais de prévention du suicide. Alors en attendant, essayer de comprendre pourquoi on choisit un moyen violent, je pense qu'il est important de rappeler qu'il est établi par de nombreuses études que réduire l'accès à des moyens létaux, par exemple en réduisant l'accès aux armes à feu, en construisant des barrières sur les hauteurs ou sur les ponts, en réduisant le nombre de comprimés par paquet de médicaments, contribue à rendre le geste plus difficile et de facto, c'est pas forcément intuitif, mais de facto, ça réduit le nombre de suicides et souvent dans le même temps le risque d'accident. On peut penser qu'en rendant un geste suicidaire violent, ça va l'amener à ce que les gens soient déportés à faire un autre geste, mais ça ne semble pas fonctionner comme ça. En fait, si le geste est compliqué, on va pouvoir sauver des vies. Alors ces mesures sont à la fois collectives et individuelles. Par exemple en France, il faut se rappeler que 20% des foyers français ont une arme à feu. Donc l'entourage d'un sujet en crise suicidaire peut ici jouer un rôle majeur de prévention en confisquant l'arme. Un autre exemple, la limitation en 1998 de la taille des paquets dentalgiques vendus sans ordonnance en Grande-Bretagne a conduit à une baisse persistante de 20% des décès par suicide et de 30% des atteintes hépatiques et des transplantations hépatiques. Ça marche. À Paris, évidemment, on pense aux bénéfices que pourrait avoir l'installation de portes palières dans le métro. Alors à ce jour, vous savez, il y a très peu de stations qui en sont équipées ou de lignes. Alors évidemment, cela, et on y revient, cela supposerait d'avoir au préalable des chiffres assez précis du suicide dans le métro. Selon la presse, qui a eu accès à des statistiques internes à la RATP, en 2012, il y a eu 60 suicides ou tentatives de suicide dans le métro et sur les lignes de RER A et B. Alors étonnamment, les chiffres de la RATP notent une baisse importante et tout à fait inexpliquée de ce nombre depuis 2005, puisqu'en 2005, il y en avait 185. Donc on est passé de 185 à 60 sans qu'il y ait de raison évidente.
Vous voyez, on a encore un problème de chiffres. Alors la SNCF, et notamment le réseau francilien de la SNCF, la SNCF note 400 suicides sur son réseau. Donc ça représente beaucoup de monde, juste pour la région parisienne, pour lequel le suicide est lié à une collision avec un métro ou un train. Alors la réduction d'accès aux moyens létaux est aussi une action majeure à l'hôpital. Alors il n'y a pas beaucoup de chiffres, hein. Il n'y a pas de chiffres très précis du suicide à l'hôpital. Mais évidemment, il est noté depuis longtemps très élevé, ce n'est pas une surprise, puisque l'hôpital, c'est un lieu de concentration de la souffrance, tout comme la prison d'ailleurs, mais pour des raisons différentes. Alors à l'hôpital, on peut très bien réduire les actes suicidaires, ça a été bien montré, durant les hospitalisations, et notamment en ciblant les deux grands modes opératoires à l'hôpital, qui sont la pendaison et le saut d'une hauteur. Alors c'est un travail qui est en cours, hein, par exemple à Sainte-Anne. Il réfléchit dans le groupe EPP qui est dirigé par le docteur Corinne Launay, qui est dans la salle, et ce qui se combine évidemment à d'autres types d'interventions, comme la préparation à la sortie d'hospitalisation, qui est un moment à très haut risque suicidaire. Et en prison, il y a d'autres mesures préventives qui peuvent être prises plus spécifiques. Alors pour finir avec l'épidémiologie descriptive, un petit mot sur l'âge. Vous savez que la courbe du nombre absolu de suicides augmente à partir de l'adolescence. Le suicide des enfants est très très rare. Cette courbe atteint son maximum vers les 45-54 ans. Et alors par contre, si on parle en termes de taux de suicide, les plus élevés sont retrouvés chez les plus de 75 ans. Alors notamment parce qu'il y a un ratio suicide-tentative de suicide qui est bien plus élevé. On meurt plus facilement. Enfin, le suicide est la seconde cause de mortalité chez les adolescents et les adultes jeunes après les accidents. Et alors, c'est intéressant de noter que c'est vrai partout dans le monde. Il y a une grande étude de l'OMS qui montre ça. Partout dans le monde, même dans des endroits où on pourrait se dire finalement on a plus de chances de mourir de certaines infections, de certaines maladies ou de la guerre, eh bien, dans cette tranche d'âge, adolescents, adultes jeunes, le suicide est toujours la deuxième cause de mortalité après les accidents. Alors, plusieurs groupes de travail travaillent sur cette question, plusieurs groupes de recherche travaillent sur cette question. J'ai la chance d'avoir une collaboration sur un projet de suivi d'adolescents à Montréal avec le docteur Joanne Renaud et mon étudiant de doctorat qui s'appelle Anthony Gifouni. On travaille sur l'identification de plusieurs facteurs de risque à différents niveaux, cliniques, neuropsychologiques, etc. Alors, je n'ai pas le temps de parler ici de toutes les spécificités liées à l'âge, hein, évidemment, mais il est intéressant de savoir que beaucoup de facteurs de risque dont on va parler dans un instant sont communs à tous les groupes d'âge. Il faut quand même garder ça en tête. Notre connaissance des conduites suicidaires a très grandement, largement progressé depuis l'après-guerre, hein, et comme c'est le cas évidemment dans de nombreux domaines médicaux. Le nombre d'études scientifiques a explosé depuis 30 ans, contribuant à un savoir qui est de plus en plus solide, ce qui devrait en théorie nous permettre d'éviter beaucoup certaines idées reçues sur le suicide qui sont encore très largement répandues. Alors, outre les données épidémiologiques citées précédemment et d'autres dont je n'ai pas le temps de parler, par exemple l'impact des crises économiques, l'effet tampon des systèmes de sécurité sociale, la ruralité. Alors, je voudrais maintenant rappeler les principaux facteurs de risque suicidaire. Je pense que c'est important dans une leçon. Facteurs que tout clinicien doit bien entendu connaître et rechercher, et facteurs qui représentent par ailleurs, à mon avis, le socle de connaissances d'une recherche plus fondamentale, qui ne peut faire l'impasse sur la clinique et la recherche clinique. Les deux, recherche fondamentale et recherche clinique, sont très étroitement liées et dépendantes l'une de l'autre, même si certains semblent l'oublier parfois. Et je ne pense pas du tout aux quelques chercheurs en recherche fondamentale qui sont présents ici, évidemment, qui ont un intérêt très large pour la recherche clinique. Alors je soulignerai ici brièvement 5 grands facteurs de risque suicidaire qu'il faut connaître. Le premier, c'est l'existence évidemment d'un ou plusieurs événements existentiels difficiles peu avant l'acte suicidaire, ce qu'on appelle les événements de vie proximaux. Les études d'autopsie psychologique montrent en effet une occurrence très importante de ces événements avant un décès par suicide en comparaison de groupes témoins. Ces événements sont en premier lieu les conflits interpersonnels, suivis de la séparation conjugale, les problèmes légaux, la perte d'un être cher, les difficultés financières, la perte d'emploi et la maladie physique. Pourtant, une lecture purement factuelle pose problème.
Comme disait l'écrivain italien Cesare Pavese, qui s'est suicidé par la suite, une bonne raison de se suicider ne manque jamais. Si seul l'événement importait, on devrait compter bien plus de morts dans notre pays, quand 3 millions de personnes sont au chômage et un mariage sur 2 finit en divorce. Donc d'autres explications, évidemment, doivent être recherchées. Alors, on notera toutefois que ces événements ont une nature sociale. Alors là, je ne parle pas dans un sens durkheimien ou sociologique, mais dans le sens d'une interaction sociale entre un individu et ses congénères. Et comprendre le suicide passera donc par la compréhension de ce qu'on appelle les cognitions sociales appliquées à la crise suicidaire. J'y reviendrai à la fin de cette conférence. Le second grand facteur de risque suicidaire, ce sont les maladies mentales. Les nombreuses études d'autopsie psychologique qui ont été conduites dans le monde retrouvent une fréquence très élevée, parfois de l'ordre de 90%, de maladies mentales chez les personnes décédées de suicide. Alors il s'agit surtout de la dépression, du trouble bipolaire, en phase dépressive, des addictions, des troubles de personnalité, des troubles des conduites alimentaires, de la schizophrénie et d'autres. Plus le nombre de pathologies est grand, plus le risque suicidaire est élevé. Il est aussi clair que traiter efficacement la maladie mentale réduit le risque suicidaire, et cela a été bien montré dans les troubles de l'humeur. Par exemple, le lithium est reconnu comme un traitement réduisant le risque suicidaire, et pas seulement dans le trouble bipolaire. Dans la schizophrénie, l'utilisation de la clozapine, qui est un médicament très efficace, est malheureusement très largement sous-utilisée, est reconnue par la FDA pour réduire le risque suicidaire. Alors, par ailleurs, il a été montré que l'amélioration de la formation des médecins au diagnostic et au traitement correct de la dépression réduit le suicide. Et pour cela, on ne peut que louer l'initiative de nos collègues, les docteurs Lila Mekawi de la CMME, qui se trouve dans la salle, et Anne-Sophie Lombardi à Bichat, qui développent actuellement une application pour guider les médecins généralistes dans le diagnostic et le traitement de la dépression, puisque les généralistes sont en première ligne dans la lutte contre la dépression, et aussi les aider à savoir quand il faut référer au psychiatre, et donc ce qui permet aussi d'améliorer la communication entre nous et l'organisation des soins en général. À une époque, il y a de moins en moins de spécialistes. Le développement de centres d'expertise et de recours, comme cela s'est mis en place ces dernières années, comme c'est le cas actuellement à la CMME avec le centre expert sur les troubles des conduites alimentaires que monte Philippe Gorwood, comme ce qui est fait dans le cadre d'un réseau comme Fondamental, devrait aussi permettre d'améliorer la qualité des diagnostics et puis on l'espère derrière la qualité des soins. L'organisation des soins est évidemment un sujet complexe que je ne traiterai pas ici par manque de temps, sinon pour dire que nous avons besoin d'un éventail d'offres de qualité, du médecin généraliste au service spécialisé universitaire. Nous avons par exemple à la CMME une unité de 10 lits pour les personnes en crise suicidaire. C'est une unité qui existe aussi par exemple à Montpellier depuis 25 ans et dans d'autres villes en France, qui reste encore trop rare. Donc c'est une unité que dirige le docteur Isabelle Roy, qui est en face de moi. Nous espérons, alors ces centres spécialisés permettent aussi de développer des traitements très très spécialisés qu'on ne peut pas faire partout. Par exemple, nous espérons pouvoir tester dans l'unité des troubles de l'humeur que dirige Lila Mekawi, dont je viens de parler, la stimulation du nerf vague, dont une large étude américaine vient de montrer qu'elle réduit par 2 le risque de décès par suicide à 5 ans chez des patients déprimés, chroniques, très résistants au traitement, puisqu'ils n'avaient pas répondu préalablement à 4 lignes de traitement, incluant souvent la sismothérapie. Donc des patients pour lesquels on est dans une impasse thérapeutique, mais là on a quelque chose de nouveau, qui n'est pas encore développé en France, qui n'a pas l'AMM, et qu'on espère pouvoir développer ici dans d'autres centres, et donc pouvoir aider certains patients pour lesquels, évidemment, même s'ils n'étaient pas suicidaires au tout début de l'évolution de leur maladie, bien évidemment, par l'échec répété, par la persistance de l'état dépressif, ça peut conduire à un risque suicidaire. Enfin, une bonne organisation de ces centres permet de coupler efficacement et à moindre coût relatif soins et recherche, c'est absolument indispensable. C'est une approche qui est d'ailleurs soutenue par le dernier rapport ministériel de la santé. Il faut s'organiser mieux les soins, mais organiser mieux le soin, l'enseignement et la recherche. Alors il y a aussi évidemment la question de la santé numérique, qui est pleine de promesses, on est très excité par rapport à ça. Alors il faudra quand même en juger l'efficacité de certaines de ces actions.
Alors toutefois, je parlais un peu longuement de la maladie mentale, mais il est capital de noter, hein, il est capital de garder en tête que la grande majorité des personnes avec une maladie mentale ne décédera pas de suicide. 10 à 15% au plus, ce qui est beaucoup déjà, hein. Ça veut dire que plus de 90%, 85-90% des personnes avec une pathologie mentale sévère ne décéderont pas de suicide, et c'est une bonne nouvelle. Alors ce fait suggère que la maladie mentale pourrait être une condition nécessaire. Je vous rappelle, plus de 90% des gens qui se suicident avaient une maladie mentale, donc condition nécessaire, mais non suffisante au suicide. D'autres explications doivent donc être recherchées au-delà de la maladie mentale et au-delà des événements de vie pour comprendre ce qui pousse donc un sous-groupe de patients à s'enlever la vie. Et ça c'est la base finalement de nos travaux de recherche. Identifier ce sous-groupe de patients. Un troisième facteur de risque, ce sont les maltraitances dans l'enfance. Jusqu'à 40% des personnes décédées de suicide, selon la manière dont on mesure, auraient vécu des maltraitances dans leur enfance, ce qu'on appelle des événements de vie distaux. Les maltraitances dans l'enfance sont un problème en fait de société, très clairement, puisque jusqu'à 10% des filles et 5% des garçons auraient été victimes d'abus sexuels, et jusqu'à 10% des enfants seraient victimes de maltraitances diverses dans les pays occidentaux. Ces événements qui sont choquants, souvent commis par des proches, sont susceptibles d'altérer de manière significative et persistante le développement psycho-affectif de l'enfant, le rendre à l'adolescence et à l'âge adulte plus sensible aux pertes, avec plus de difficultés à réguler ses émotions et ses comportements, à faire des choix avantageux, notamment sur le plan sentimental et social, à interagir adéquatement avec les autres, toutes choses qui font évidemment le lit de la vulnérabilité suicidaire, sans compter le risque de revictimisation, à titre personnel, ou de processus agresseur-agressé. Alors on sait aujourd'hui que ces maltraitances dans l'enfance ont aussi un impact biologique majeur. Gustavo Turecki et ses collègues à l'université McGill à Montréal ont montré que les personnes décédées de suicide et ayant vécu un abus sexuel dans leur enfance présentaient dans l'hippocampe une expression diminuée d'un gène impliqué dans l'axe du cortisol, un axe qui est important dans la réponse au stress. Cette expression diminuée du gène en question était associée à une augmentation de certains processus qu'on appelle épigénétiques, et en l'occurrence, c'était le niveau de méthylation de la région promotrice de ce gène. Alors, si on veut simplifier, les abus sexuels dans l'enfance semblent laisser une empreinte biologique persistante d'ordre épigénétique, qui conduit à des modifications dans la manière dont les gènes sont exprimés, et au final, donc, à une dysrégulation persistante, donc, à l'âge adulte, d'un système majeur de réponse au stress. Il est important de signaler que ces altérations n'étaient pas retrouvées chez des personnes décédées de suicide sans histoire personnelle d'abus sexuels, ce qui illustre, vous voyez, la nécessité d'étudier des phénotypes suicidaires particuliers, de considérer finalement, comme le faisait Jean Bechler, dans son livre fameux dans les années 70, non pas le suicide, mais les suicides. Alors il est possible qu'à l'avenir, on puisse développer des prises en charge qui soient différenciées chez nos patients en fonction de l'existence de maltraitance dans l'enfance, et puis peut-être en fonction de l'existence ou pas de ces altérations épigénétiques. Le quatrième grand facteur de risque suicidaire, c'est une histoire familiale de suicide. Alors vous connaissez évidemment l'histoire de la famille Hemingway, enfin en tout cas vous connaissez Hemingway, Ernest Hemingway, romancier, prix Nobel de littérature. Le père d'Ernest, qui était médecin, s'était suicidé dans les années 20. Ernest s'est suicidé en 1961, suivi quelques années plus tard par sa sœur Ursula, son frère Leicester et sa petite-fille Margot. Alors il a une autre petite-fille qui était actrice, et qui, elle, a bien compris qu'il y avait quelque chose avec l'histoire familiale et qu'il ne fallait pas jouer avec. Donc elle est très sérieuse, elle a écrit des livres où elle explique qu'elle évite l'alcool, elle évite les drogues, elle a fait une croix sur sa carrière d'actrice, beaucoup trop de stress, elle fait du yoga, donc elle essaye de se protéger. Donc il y a un autre exemple qui est bien connu, c'est l'exemple des Amish de Pennsylvanie, qui est une communauté religieuse extrêmement soudée, qui bannit toute consommation d'alcool, qui vit suivant un mode de vie très traditionnel.
Et donc il y a une étude fameuse qui a montré, en étudiant les archives sur plusieurs générations, une tendance des quelques cas de suicide. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a, même dans cette communauté pour laquelle le suicide est très tabou. Eh bien, il y a eu des cas de suicide. Et ces cas de suicide ont tendance à se distribuer dans un petit nombre de familles. Donc pas du tout au hasard dans l'ensemble de la communauté. Par ailleurs, il y a des familles dans lesquelles il y a des cas de dépression. Et les cas de suicide ne se distribuent pas dans les familles qui ont des cas de dépression. Donc elles se distribuent que dans certaines familles avec de la dépression. Chez les Palawan, dont je parlais tout à l'heure, nous avons montré que les personnes décédées de suicide avaient plus d'antécédents familiaux proches de suicide que les sujets contrôle, eux-mêmes Palawan, et malgré le fait que cette communauté est extrêmement petite, et donc évidemment les gens sont très liés entre eux. Donc vous voyez qu'il y a une tendance à une clusterisation des cas de suicide dans certaines familles. Les études de jumeaux et d'adoption ont confirmé l'héritabilité du suicide. Donc ce qu'on appelle héritabilité, c'est la part des variations qui est due aux gènes. Héritabilité qui est aujourd'hui estimée à 20% pour la part spécifique, 30% pour l'héritabilité liée aux maladies comorbides comme la dépression, et le reste, donc 50%, qui est environnemental. Donc il y a une part génétique dans le suicide, et une partie de cette part génétique est liée à des facteurs qui semblent spécifiquement associés au risque suicidaire. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que cette transmission du risque de passage à l'acte suicidaire suit la transmission de certains traits de personnalité, comme la tendance à l'impulsivité et à l'agressivité, mais elle ne suit pas tellement la transmission de la dépression. Et ce n'est pas le cas pour les idées suicidaires qui suivent la transmission de la dépression. Donc la génétique épidémiologique nous informe que les mécanismes qui sous-tendent les idées suicidaires et les mécanismes qui sous-tendent les actes suicidaires sont différents. Alors certes, tous les gens qui sont passés à l'acte suicidaire avaient des idées suicidaires, mais tous les gens qui ont des idées suicidaires ne passeront pas à l'acte suicidaire, et surtout, les mécanismes ne sont pas tout à fait les mêmes. Un grand champ d'études actuelles tente de comprendre les mécanismes de ce qu'on appelle la transition suicidaire, c'est-à-dire le passage des idées aux actes. Alors, outre les aspects génétiques, évidemment, il faut souligner, puisqu'on parle de famille, l'importance du milieu familial, soit comme élément de déstabilisation, de stress, voire dans les cas extrêmes de maltraitance, soit comme facteur protecteur, évidemment, contre le suicide. Et je mentionnerai ici le travail de thérapie effectué dans notre service, à nouveau par le docteur Isabelle Roy, et Madame Aurélie Rost, également présente, psychologue, chez de jeunes patients et ciblant l'étude des dynamiques familiales. Un dernier grand facteur de risque suicidaire, c'est l'existence d'une histoire personnelle de tentative de suicide. C'est même, dans beaucoup d'études cliniques, le facteur de risque le plus prédictif, le plus fort et le plus robuste de suicide ultérieur. 40% des personnes décédées de suicide ont eu, dans leur vie, une histoire personnelle de tentative de suicide. Et parfois, ce suicide a lieu des années après la tentative de suicide initiale, comme le souligne une étude scandinave. Donc ils ont suivi une centaine de personnes pendant 37 ans. Et au terme de ces 37 ans, il y avait 13% des suicidants qui étaient morts de suicide. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2/3 des suicides avaient eu lieu plus de 15 ans après la tentative de suicide initiale. Donc c'est pas qu'ils ont fait une tentative de suicide et puis le problème n'était pas réglé, ils sont sortis de l'hôpital et ils se sont suicidés, puisque les 2/3 l'avaient fait plus de 15 ans après le geste initial. Le risque suicidaire semble donc persister à des niveaux importants chez un grand nombre de suicidants. Et cela, à mon avis, a deux implications. D'une part, ces données confortent l'idée d'une vulnérabilité suicidaire qui peut persister au long cours. Je vais revenir sur la modélisation des suicides. Et d'autre part, il faut développer évidemment des mesures de prévention qui soient diversifiées. On ne peut pas baisser le nombre de suicides en ayant un seul type d'action. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, agir sur plusieurs fronts. Et par exemple, on peut cibler il faut cibler premièrement les personnes qui vont décéder de suicide au premier geste. C'est 60% quand même des cas. On a parlé d'une mesure de prévention tout à l'heure, l'accès des moyens létaux, le traitement de la dépression, des maladies mentales, il y en a d'autres. Mais deuxièmement, il va falloir aussi cibler les 3% de personnes qui ont fait une tentative de suicide et qui vont mourir dans l'année. Alors ça, c'est vraiment le programme Vigilance qui va cibler ça. Donc là, c'est intéressant. Et le programme Vigilance, très intéressant juste pour ce sous-groupe. Parce qu'il y a aussi les 10% de personnes qui ont fait une tentative de suicide et qui vont se suicider des années après.
Alors ça, c'est plus compliqué, mais on doit finalement réfléchir à des modalités de développement de mesures thérapeutiques qui vont avoir des effets prolongés, qui agiraient directement et plus spécifiquement sur la vulnérabilité suicidaire dont je vais parler maintenant. Alors, essayons de modéliser le processus suicidaire. Il y a beaucoup de modèles qui existent, psychologiques et autres, et je crois que tous finalement reviennent à un seul type de modèle, un grand type de modèle, c'est-à-dire qu'on doit comprendre les conduites suicidaires comme l'expression d'une interaction extrêmement complexe entre une vulnérabilité et des facteurs de stress. La vulnérabilité, c'est quoi? La vulnérabilité, comme on l'a vu, ce sont des facteurs développementaux responsables de cette vulnérabilité, au premier rang desquels les maltraitances dans l'enfance, pour un sous-groupe de sujets uniquement, mais un sous-groupe important, et puis les facteurs génétiques et familiaux. Certains traits de personnalité, l'impulsivité agressive, la tendance aux émotions négatives, évidemment, constituent également cette vulnérabilité. Alors, il faut noter qu'il n'est pas très clair s'il existe une ou des vulnérabilités, et moi je pencherai pour la seconde option. Par exemple, on peut imaginer une vulnérabilité très précoce chez certains sujets, notamment sous l'effet des maltraitances dans l'enfance, mais pas que, qui conduit à des actes suicidaires précoces, à l'adolescence ou chez l'adulte jeune, parfois un petit peu plus tard, évidemment, quand une protection du milieu a pu être assurée pendant un certain temps. Il y a des vulnérabilités qui sont d'expression plus tardive, éventuellement en partie acquises à la suite de stress répétés de la vie. Et on peut imaginer des vulnérabilités qui soient très tardives, éventuellement liées à des processus de sénescence pathologique. C'est très théorique ce que je dis là, très hypothétique, pas tellement montré, mais je pense qu'il va falloir réfléchir finalement sur des grandes cohortes à mesurer cela ou à tester cela. Et je n'exclus pas non plus la possibilité que certaines vulnérabilités diminuent avec le temps, tout comme on sait aujourd'hui que certains traits de personnalité qu'on pensait longtemps persister toute la vie, mais on sait que certains traits de personnalité pathologiques chez de nombreuses personnes peuvent s'amender au cours de la vie. Donc la vulnérabilité peut sûrement diminuer au cours du temps. Alors cette ou ces vulnérabilités interagiraient donc avec des facteurs de stress qui sont représentés, on l'a dit, par les événements de vie proximaux, la maladie mentale dans ses phases aiguës, ainsi que parfois la prise d'alcool et de substances. Alors cette interaction augmente donc le risque de déclenchement d'une crise suicidaire, qui est un état souvent fluctuant, donc trompeur pour l'entourage et les soignants, qui est caractérisé par l'émergence d'idées suicidaires, et qui chez certains, mais pas tous, conduira à un acte suicidaire. Comme je le disais évidemment précédemment, il nous faudra comprendre les éléments de cette transition des idées aux actes. L'acte conduit à la mort ou pas, en fonction de nombreux facteurs. Évidemment, j'ai parlé largement, et je vais revenir du choix du moyen. Un moyen violent augmente le risque de mortalité, mais il y a aussi évidemment l'état physique du sujet, la connaissance du sujet sur le caractère létal, sur le potentiel létal du moyen choisi, l'ambivalence du sujet, c'est un élément important, mais qui est fluctuant et sur lequel il ne faut pas se reposer, la communication d'une intention suicidaire et la demande d'aide, l'existence d'un milieu protecteur et sûrement quelque chose qui n'a pas l'air très scientifique, mais qui est la chance ou la malchance. Alors, comme je le disais plus tôt, notre connaissance des conduites suicidaires a augmenté de manière fantastique ces 30 dernières années. Pourtant, une étude publiée en 2016 par l'équipe de Matthew Nock à Harvard montre bien que cette connaissance s'est très largement centrée sur quelques facteurs cliniques et sociodémographiques et que ces facteurs ont globalement une capacité prédictive qui est significative mais quand même à peine supérieure au hasard. Globalement. C'est vrai globalement dans les études, ce n'est pas forcément vrai à titre individuel quand on est face à un patient. Alors les pessimistes évidemment et les cyniques diront qu'il n'y a rien d'étonnant à cela. Vouloir prédire quelque chose comme le suicide, c'est aberrant. Les autres penseront qu'on n'a juste pas regardé au bon endroit et qu'il faut continuer à faire de la recherche. Alors cela me fait penser évidemment à ce que disait Al Alvarez, un romancier britannique, qui a traversé lui-même une crise suicidaire, qu'il a décrit dans un livre que je vous conseille, qui s'appelle Le Dieu sauvage, en 1972. Il écrit « Les véritables motivations qui poussent un homme à prendre sa vie sont ailleurs. Ils appartiennent
elles appartiennent au monde interne sournois, contradictoire, labyrinthique et surtout hors de vue. D'abord, et le plus important, le suicide est un monde clos avec sa propre logique irrésistible. Cela veut dire que les gens ne se suicident pas comme les stoïciens faisaient, ou prétendaient qu'ils feraient, froidement, délibérément, comme un choix rationnel entre des alternatives rationnelles. Une fois qu'un homme décide de prendre sa vie, il entre dans un monde en arrêt, inexpugnable mais totalement convaincant, où tous les détails s'adaptent et chaque incident renforce sa décision. Alors si on veut vraiment comprendre le suicide et que l'on pense que la connaissance sera plus efficace au final, au long cours, que le hasard des découvertes des traitements, ce qui a été souvent le cas en psychiatrie quand même, il faut aller chercher dans ce monde clos, non accessible à la conscience du sujet et pas toujours logique, un peu comme le Special Agent Dale Cooper, pour ceux qui connaissent Twin Peaks. Il faut plonger dans les tréfonds du cerveau et plus généralement du corps. Il faut disséquer les mécanismes les plus intimes, comme les anatomistes, disséquer les corps, et tout en mettant en lien évidemment ces résultats avec le corpus de connaissances déjà acquises dont j'ai parlé jusqu'à présent. La dernière partie de cette conférence consistera en une synthèse ou une hypersynthèse des principaux résultats de ces travaux plus récents auxquels j'ai contribué très humblement au niveau neurocognitif. Alors, avant de parler du niveau neurocognitif, je voudrais rappeler deux grands résultats neurobiologiques. Deux résultats qui sont plutôt robustes et qui émergent, à savoir, il y a dans le suicide probablement un dysfonctionnement de deux grands systèmes, le système sérotoninergique et l'axe du stress hypothalamo-hypophysaire. Alors concernant d'abord le système sérotoninergique, on sait depuis le milieu des années 70, avec les travaux de Mari Osberg au Karolinska Institute de Stockholm, que les patients déprimés ayant fait un geste suicidaire violent, on y revient, ont tendance à avoir dans le liquide céphalorachidien un taux plus faible de 5-HIAA, qui est le principal métabolite de la sérotonine. Par ailleurs, de nombreuses études par la suite ont montré qu'un taux bas de 5-HIAA est associé à un risque augmenté de suicide ultérieur, avec un odds ratio de l'ordre de 5, ce qui est loin d'être négligeable. Le taux de 5-HIAA tend à être stable d'un individu à l'autre, ce qui lui confère, et ça c'est très intéressant, les propriétés d'un trait biochimique. Donc ça rentre bien dans l'idée de vulnérabilité. Il est influencé par les événements de vie précoces, négatifs, et cela a été mis en évidence, notamment de manière expérimentale chez les primates. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un dysfonctionnement de ce système sérotoninergique est associé à une plus grande tendance à l'impulsivité et à l'agressivité. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs dont j'ai déjà parlé qui commencent à se rejoindre là, le puzzle se fait. Chez les primates, c'est très très intéressant. On n'a pas d'argument pour le suicide chez les animaux, d'accord ? Il y a une grande réflexion autour de ça. Je ne pense pas que ça existe dans sa forme complète, avec la pensée élaborée suicidaire. Évidemment, il y a des choses qui se rejoignent, et puis évidemment, on partage beaucoup de choses avec nos primates, nos cousins les primates. Et alors, regardez, chez les primates, les individus avec un taux bas de 5-HIAA ont plus de problèmes à l'adolescence. Ils sont plus agressifs et impulsifs, ça se voit. Ils font des mauvais choix sociaux. Par exemple, ils vont aller se battre avec des mâles dominants. Mauvaise idée. Ils se prennent des coups, et parfois ils meurent. Et ils meurent plus souvent d'accidents. Par exemple, ils tombent plus souvent des arbres. Accident, hein, on ne va pas penser qu'ils se sont jetés de l'arbre, un visée suicidaire. Alors vous voyez qu'il y a un lien très très fort, hein, très intéressant. Alors ceci pourrait être lié au fait de prendre plus de risques, et ça fait le lien avec la prise de décision dont je vais parler dans un instant, évidemment. Alors le second grand résultat neurobiologique, c'est la mise en évidence d'une mauvaise régulation de l'axe du cortisol, dont j'ai déjà un peu parlé, et que l'on met en évidence avec un test qui est relativement simple. On donne de la dexaméthasone et ça doit freiner normalement cet axe hormonal. L'absence de freination chez les patients déprimés est associée significativement à une mortalité ultérieure par suicide, là aussi avec un odds ratio voisin de 5. Ces patients auraient donc une difficulté à réguler le stress. Alors, des études récentes chez les suicidants suggèrent en outre une association entre de mauvaises capacités de freination et des taux circulants élevés d'ADN mitochondrial, qui serait un reflet de dommages cellulaires,
ainsi qu'avec des taux bas de BDNF, qui est un facteur neurotrophique. C'est-à-dire que finalement, cette hyperactivité persistante du système cortisolique, qui n'arrive pas à être freinée, pourrait avoir des conséquences importantes, à la fois neuronales et somatiques en général. Donc ça pourrait expliquer en partie la grande fragilité physique finalement de ces sujets. Et enfin, comme je l'expliquais plus tôt, la régulation par l'hippocampe de ce système est perturbée chez les victimes de maltraitance dans l'enfance via des altérations épigénétiques. Alors, voyons maintenant ce qui se passe du côté neurocognitif, et on va commencer à parler structure avant de parler fonction. De nombreuses études d'imagerie cérébrale ont mis en évidence des altérations de la macrostructure du cerveau chez des patients avec une histoire de tentative de suicide en comparaison de patients sans histoire de tentative de suicide. Alors toutefois, beaucoup de ces résultats n'ont pas été répliqués, c'est le propre de la science. Récemment, en analysant avec un niveau suffisant de correction les données que nous avons collectées à Montréal et les données d'un groupe allemand de Jena, dirigé par Gerd Wagner, eh bien, nous ne retrouvons pas de grandes altérations structurelles cérébrales chez les suicidants. Par ailleurs, nous avons conduit une méta-analyse, donc qui consiste à compiler les résultats de plusieurs études, une dizaine d'études environ, cerveau entier, et les résultats sont ici aussi négatifs. Donc c'est très décevant quand on est chercheur. Donc globalement, en l'état actuel de nos moyens d'acquisition des données en imagerie, nous ne sommes pas en mesure de distinguer les suicidants des patients non suicidants. Toutefois, et quand on a un résultat négatif en recherche, finalement, on est encore plus excité, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas. Et toutefois, c'est peut-être pas juste une histoire de questions techniques, puisque lorsque nous comparons les suicidants ayant utilisé un moyen suicidaire violent, on y revient, et ceux ayant utilisé un moyen opératoire non violent, nous trouvons chez les premiers, en comparaison des seconds, une augmentation de volume des structures cérébrales, d'une structure cérébrale qui s'appelle le noyau codé. Et cette région est très intéressante parce qu'elle est connue pour être non pas finalement un initiateur d'acte, mais une région qui va moduler la manière dont l'acte est conduit. Donc on peut imaginer, vous voyez, un cortex préfrontal qui donne l'information de passer à l'acte, mais le noyau codé qui va dire ben non, mais on va y passer de manière violente. Et il y a des données chez le schizophrène qui retrouvent le même résultat, augmentation du noyau codé, geste violent. Mais ce n'est pas tout. Si on compare maintenant les sujets avec ou sans histoire familiale proche de suicide, on trouve chez les premiers une diminution du volume du cortex préfrontal, dorsolatéral, des régions temporales et du putamen, un autre noyau sous-cortical. Alors, on voit ici un ensemble de différences morphométriques mesurables par IRM, mais uniquement dans deux sous-groupes de sujets, ceux ayant commis un acte suicidaire violent et ceux ayant une histoire familiale de suicide proche. Deux variables qui sont par ailleurs associées à des marqueurs biologiques, j'en ai parlé, variables également corrélées entre elles, très associées entre elles, et associées à un risque plus élevé de décès ultérieur par suicide. Alors voyons sur le plan cognitif. Nous avons lancé, il y a plus d'une quinzaine d'années, sur une idée d'Alain Malafosse, une étude de la prise de décision. Donc ça a commencé à Montpellier, et ça s'est poursuivi dans le cadre d'un programme de recherche que j'ai mené jusqu'à aujourd'hui. À l'aide d'un jeu de cartes, qui simule une situation de choix en conditions d'incertitude, qui s'appelle l'Iowa Gambling Task, nous montrons que les suicidants, et plus particulièrement ceux qui ont utilisé un mode opératoire violent, eh bien les suicidants ont tendance à aller vers les choix risqués, c'est-à-dire les choix qui apportent de grandes récompenses immédiates, mais qui font perdre beaucoup au long cours. Plutôt que d'aller vers les choix sûrs, c'est-à-dire les choix où on gagne peu à court terme, mais on perd moins encore à long terme, donc des choix qui seraient avantageux au long cours. Les suicidants n'arrivent pas à repérer ce caractère avantageux au long cours. Nous avons conduit avec les docteurs Stéphane Richard Devantois et Marcelo Berlim à Montréal une méta-analyse d'une dizaine d'études qui confirment l'existence d'une prise de décision plus risquée chez les suicidants que les patients sans histoire de conduite suicidaire. Donc deux groupes de patients qui ne diffèrent que par une seule variable, le fait d'avoir ou pas, une fois dans sa vie, fait une tentative de suicide. Pour le reste, ils ont souffert de maladies mentales qui sont très comparables. Des études plus récentes tendent toutefois à suggérer que ce sont les suicidants ayant utilisé un mode violent qui ont les performances les plus mauvaises. En outre, ces difficultés sont retrouvées chez les patients non déprimés au moment des tests. Donc on a testé des gens qui n'étaient pas déprimés au moment des tests, suggérant qu'elles soient persistantes et pourraient contribuer à la vulnérabilité suicidaire.
Alors cette prise de décision risquée est en outre retrouvée chez des apparentés biologiques de premier degré, de personnes qui se sont suicidées, et qui eux-mêmes n'avaient jamais fait tentative de suicide. Donc ça, c'est une étude qu'on a menée à Montréal. Donc ça suggère que ce déficit cognitif soit un élément de vulnérabilité héritable, ce qu'on appelle un endophénotype. Alors en outre, la prise de décision entretient des liens avec les systèmes sérotoninergiques et cortisoliques. Par ailleurs, on sait que les personnes qui ont subi des maltraitances à l'enfance ont aussi une prise de décision qui est altérée, donc on fait vraiment le lien avec ces variables dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Sur le plan fonctionnel, ces difficultés ne sont pas attribuables à des déficits d'attention, de mémoire de travail, d'interférence, de planification, d'inhibition. Et par ailleurs, on a un résultat qui est très intéressant, c'est que les suicidants qui ont compris ce qu'il faut faire ne font pas les bons choix, contrairement au sujet contrôle. Donc un sujet sain qui a compris fait les bons choix. Un patient sans histoire personnelle de tentative de suicide qui a compris ce qu'il faut faire au cours du test fait les bons choix, plus qu'un patient qui n'a pas compris. Mais un suicidant qui a compris la bonne stratégie à adopter n'est pas meilleur qu'un suicidant qui n'a pas compris la meilleure stratégie à adopter. Donc il y a quelque chose qui se passe dans l'utilisation de cette compréhension explicite, vous voyez. Il y a quelque chose qui manque. Et qu'on doit comprendre. Alors nous montrons que donc il faut aller chercher ailleurs, vous voyez, que dans la compréhension explicite. Nous montrons que la prise de décision risquée est associée en imagerie fonctionnelle à un dysfonctionnement d'un ensemble de régions cérébrales, notamment préfrontales, dans ces parties à la fois ventrales et dorsales, et à la fois ceci chez les suicidants et chez les apparentés à nouveau de suicider. Je vous rappelle, ce sont des gens qui ne sont pas déprimés, qui ne prennent pas de médicaments, qui n'ont jamais fait eux-mêmes de tentative de suicide, qui sont des proches de suicider. Ces résultats et d'autres suggèrent un déficit dans les processus neuraux de codage de la valeur du risque et donc à une incapacité à juger adéquatement ce qui est risqué dans la vie et ce qui l'est moins. Une grande partie du chemin vers le suicide pourrait donc s'expliquer par l'incapacité à donner une valeur adéquate aux choix qui se présentent à nous, aux choix au pluriel, même en présence d'une compréhension explicite adéquate. Si on prend un peu de recul, on pourrait dire que le suicide, finalement, questionne l'étendue de notre liberté individuelle, puisque finalement la liberté, c'est la capacité à avoir des choix, c'est la possibilité de faire des choix. Et nous serions tentés de dire, au vu des résultats scientifiques brièvement exposés à l'instant, que la liberté des gens qui sont morts de suicide était probablement bien moins grande que ne pensent ceux qui en font le geste ultime de la liberté, celui qui nous permettrait de fixer l'heure de notre mort. Un projet actuel est d'identifier les moyens d'améliorer la prise de décision de nos patients. Une étude avec Marc Adida à Marseille a montré que le lithium est associé à une meilleure prise de décision chez les patients souffrant d'un trouble bipolaire. Alors, ce n'était pas une étude randomisée, il faudra conduire un essai randomisé pour le confirmer. À Montréal, le docteur Marcelo Berlim, avec qui je travaillais, a montré que la stimulation du cortex préfrontal ventral par TDCS conduit à une amélioration de la prise de décision chez les sujets sains. Donc il faudra que nous menions ce type d'études, chez les patients, et puis évidemment on espère que derrière, si ça marche, si on peut améliorer les capacités de prise de décision de nos patients, alors par stimulation ou par psychothérapie ou par médicaments, et à mon avis, plus il y a de méthodes, mieux ce sera, eh bien, il faudra voir si l'amélioration de ces capacités cognitives pourront à terme améliorer la vulnérabilité suicidaire, et notamment au long cours. Ces sujets qui vont faire un geste un jour, mais qui vont mourir bien plus tard. Il nous faudra aussi avoir une mesure qui soit fiable et simple de la prise de décision. Alors, évidemment, le suicide, ce n'est pas juste une histoire de prise de décision risquée. D'autres facteurs cognitifs sont en jeu. Je vais passer cela très brièvement, mais je pense que c'est un champ nouveau et tout à fait intéressant. Et tout d'abord, les cognitions sociales. Nous avons abordé cette question vers 2005 avec Natalia Lawrence et Mary Phillips à l'Institut de psychiatrie à Londres. Nous avons trouvé que les suicidants non déprimés, à qui on montrait des visages exprimant des émotions, présentaient une réponse excessive du cortex orbitofrontal au visage exprimant la colère, mais pas les autres émotions. Et nous avons répliqué ces résultats avec le docteur Émilie Ollier, lorsqu'elle était étudiante en master sous ma supervision à Montpellier. L'hypothèse est que les suicidants sont particulièrement sensibles aux signaux sociaux de désapprobation. Alors par la suite, on a étudié autre chose, on a étudié le rejet social. C'est une idée qui est venue d'une réunion qui était organisée il y a des années à Sainte-Anne,
dans un petit comité par le professeur Jean-Pierre Ollier, et à laquelle assistaient Antonio et Anna Damasio. Donc au retour de cette réunion, j'ai monté une étude à Montpellier utilisant le Cyberball Games, qui est un test fameux et très marrant d'exclusion sociale, très marrant, très ingénieux. Le résultat, c'est un déficit de réponse des suicidants au niveau de 2 régions qui ne sont pas préfrontales, donc les régions impliquées semblent plus larges effectivement que juste le cortex préfrontal. Ce sont l'insula postérieure et le gyrus supramarginal, qui est une région pariétale, donc en comparaison de patients non suicidants et de sujets sains. L'insula postérieure, c'est très intéressant parce qu'elle est impliquée dans la douleur, mais la douleur physique. Ce qui pourrait faire le lien entre douleur psychologique engendrée par la situation de rejet social, qui est très désagréable, et la modulation de la douleur physique. Et il y a certains modèles, et je n'ai pas le temps d'en parler, mais qui suggèrent que ceci est nécessaire pour passer à l'acte et attenter à son propre corps. C'est pas simple de se faire mal. Alors je reviendrai dans un instant sur cette notion importante de douleur psychologique, mais je voudrais citer une autre étude conduite par une équipe de Pittsburgh, conduite par Alex Dombrowski et Cathy Xanto, qui ont utilisé l'Ultimatum Game et montré que les suicidants sont aussi particulièrement sensibles à l'injustice, et ils préfèrent sacrifier des gains potentiels pour eux, plutôt que de fermer les yeux sur une injustice même minime. Donc sensibilité à la désapprobation, sensibilité au rejet social, sensibilité à l'injustice, à des niveaux qui sont supérieurs aux patients sans histoire de conduite suicidaire et à des sujets sains. Alors il y a ici clairement tout un champ d'études encore largement inexploré et qui pourrait être intéressant à 3 niveaux. Premièrement, comprendre le déclenchement de la crise suicidaire qui se fait, comme on l'a dit, souvent dans un contexte social. Donc pourquoi, parce que ces sujets sont particulièrement sensibles, est-ce que c'est un facteur de déclenchement de la crise suicidaire? Deuxièmement, comprendre la difficulté à demander de l'aide, le sentiment d'être seul et incompris. Vous pouvez être suicidaire et demander de l'aide. Mais si vous êtes suicidaire et vous ne demandez pas de l'aide, vous êtes bien plus au risque de mourir. Et troisièmement, comprendre certains actes suicidaires qui ont une valeur interpersonnelle, comme les suicides vengeurs, ou certains suicides sur les lieux du travail, clairement, qui envoient un message social. Alors pour finir sur les cognitions sociales, et en considérant ce que je viens d'expliquer, il me semble essentiel de développer des outils thérapeutiques qui visent spécifiquement les cognitions sociales, comme cela commence à se faire, mais aussi améliorer la formation des soignants à la relation thérapeutique. On sait que de nombreux patients sont allés voir leur médecin peu avant de se suicider. Alors on peut améliorer le dépistage du risque suicidaire par les médecins, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire dans la relation thérapeutique elle-même, même si ce n'est pas spécifiquement sur le suicide, et le suicide va y gagner quand même. Il y a plusieurs programmes qui existent dans cette direction. Certains ne sont pas spécifiquement tournés donc, vers l'identification du risque suicidaire. À l'Université Paris-Descartes, on développe actuellement des modules de simulation avec des acteurs pour les étudiants en médecine, et j'espère bientôt qu'on va pouvoir ici, avec un groupe de travail multidisciplinaire, monter ce même type de module de simulation pour les infirmiers, les médecins, et voir pourquoi pas les directions des ressources humaines dans les entreprises. Il y a quelque chose aussi à creuser. À la CMME, on va commencer cette année, ça stresse beaucoup les internes, mais on va commencer à les aider à travailler sur la relation thérapeutique. Ils vont voir un patient, un vrai patient, et puis ils vont avoir un feedback empathique et constructif par leur père. Donc on va les aider à travailler cet aspect de la relation thérapeutique, qui même chez les internes en psychiatrie n'est pas bien travaillé. Alors tout cela est inspiré de méthodes canadiennes, et j'ai aussi en charge à la faculté un enseignement sur la psychologie médicale afin de faire réfléchir les futurs médecins à ces aspects souvent négligés, pourtant essentiels, de la pratique médicale, et aussi tout un groupe d'enseignants qui travaillent sur l'empathie clinique, comment améliorer l'empathie clinique, qui diminue très largement, même dès les études de médecine, et qui diminue aussi, malheureusement, chez certains médecins, avec la fatigue, avec le burn-out, etc. Donc ces aspects commencent enfin à être pris en compte, et les choses se passent. Tout cela, à mon avis, est très positif pour la prévention du suicide. Alors pour revenir au processus cognitif, j'ai bientôt fini, un domaine fait l'objet d'une attention particulière, c'est la perception de douleur psychologique. Ce qu'on appelait autrefois la douleur morale, c'est un terme empreint de beaucoup de confusion. Edwin Schneiderman
le père de la suicidologie, en a fait le cœur du processus suicidaire. Dans son idée, le sujet, par l'acte suicidaire, recherche moins la mort, finalement, que la fin de la douleur. Et ça, c'est très important, ce n'est pas juste des mots. Vous allez voir pourquoi. Cette douleur résulte évidemment de situations comme l'exclusion sociale, la désapprobation, l'humiliation, etc. Ou la dépression, qui est un processus pathologique, persistant, qui peut entraîner une douleur très intense et qui fonctionne à la fin pour son propre compte. De nombreuses études ont montré un lien entre la douleur psychologique et les idées et les actes suicidaires. Et l'étude des mécanismes de la douleur psychologique chez les patients suicidants suscite un intérêt grandissant. Nous analysons actuellement des données d'imagerie dans ce sens avec Fabricio Pereira au CHU de Nîmes. Et nous venons de débuter un projet au CHU de Nîmes chez les sujets âgés déprimés. Nous avons aussi développé à Montpellier une échelle visuelle analogique très très simple pour mesurer la douleur psychologique qui est en cours de validation. Alors il y a des perspectives thérapeutiques très claires à cela. D'abord, il y a la kétamine, j'en avais entendu parler. C'est un produit qui est au départ un anesthésique et une drogue de rue, par ailleurs. Et donc, on est en train de montrer des bénéfices antidépresseurs ultra rapides, quelques heures, pas chez tout le monde, mais chez un grand nombre de patients. Alors, d'autre part, une étude israélienne récente a mis en évidence une baisse des idées suicidaires significative, peut-être via des effets antalgiques, chez des patients qui recevaient de la buprenorphine, qui est un médicament agoniste partiel opioïde utilisé en France dans la douleur physique, c'est le Temgesic. Et ceci en comparaison d'un placebo. C'est une étude très belle, et nous venons de recevoir un gros financement national pour mener la réplication de cette étude. Ça va être une étude multicentrique en France. La douleur psychologique, c'est très intéressant. C'est comme la douleur physique, c'est une alarme qui indique que quelque chose cloche, non pas au niveau de l'intégrité physique, mais au niveau de l'intégrité sociale, au niveau des relations avec les autres. C'est un système qui probablement a été très pertinent au cours de l'évolution de notre espèce pour faire ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres sociaux, avec tous ses avantages, et qui s'est peut-être construit sur un système plus archaïque, qui est celui de la douleur physique, comme le suggèrent de nombreux résultats scientifiques, incluant les travaux de Naomi Eisenberger à UCLA. Nous sommes des êtres sociaux, très clairement. L'isolement est non seulement source de souffrance psychique, mais aussi de complications physiques et de surmortalité. Le problème, évidemment, des alarmes, c'est que si elles sonnent en continu sans s'arrêter, elles sont très délétères. C'est le cas de la douleur physique, c'est aussi le cas de la douleur psychologique. Alors l'idée, c'est que si nous donnons un traitement aigu de ces idées suicidaires, mais finalement si nous traitons en aigu cette douleur psychologique et la douleur psychologique et les idées suicidaires qui en découlent, nous allons réduire le risque de passage à l'acte à court terme et dans le même temps, c'est pas juste ça, c'est dans le même temps on va donner la possibilité au sujet de se retrouver dans de bien meilleures conditions pour faire le travail psychologique nécessaire, notamment l'élaboration de stratégies de gestion des problèmes actuels. C'est ce qu'on espère. Pour finir, je soulignerai qu'il existe aussi des déficits autres, par exemple d'inhibition cognitive, que ceci pourrait contribuer à la transition des idées aux actes. Il y a aussi des altérations de la mémoire, et notamment il y a un type de mémoire qui est très intéressant, c'est la mémoire autobiographique, c'est-à-dire la mémoire de sa propre vie. Et chez les suicidants, elle est souvent très générale et peu détaillée. Et ça, c'est un problème, parce qu'on pense qu'en fait, une des explications, c'est qu'elle est très générale et peu détaillée, parce que les sujets tenteraient de se protéger finalement de souvenirs passés douloureux, vous voyez. C'est un mécanisme de protection. Le problème, c'est que ça n'aide pas à résoudre les problèmes. Parce que, finalement, résoudre les problèmes actuels, ça nécessite d'utiliser son expérience passée. Le passé guide l'avenir, en quelque sorte. Il y a un lien, évidemment. Alors, je n'irai pas plus loin dans cette synthèse neurocognitive, sinon pour dire que nous avons aujourd'hui des arguments sérieux pour penser qu'il existe un certain nombre de dysfonctionnements cognitifs, certains représentant des éléments de vulnérabilité suicidaire, héritables et persistants, d'autres plus transitoires, associés par exemple à la dépression, mais néanmoins contribuant au risque suicidaire global. Alors concluons maintenant. Dans la question du suicide, comme ailleurs, il nous faut sans aucun doute réincarner la pensée. Notre discipline, je parle de la psychiatrie, je parle aussi de la psychologie, a trop longtemps pensé en dehors de tout corps, en oubliant que c'est le corps qui la produisait, la pensée.
La pensée, c'est aussi écouter penser, et elle s'est parfois perdue. Le corps doit rester un guide. Et quand on parle de suicide, évidemment, on parle du corps. On ne meurt pas simplement de penser au suicide, on meurt en portant atteinte à son propre corps contre le cours puissant de la vie, et cela est compliqué. Et à mon avis, là se trouve le mystère du suicide. Je vous remercie de votre attention.